Alors, l'autre levier pour réduire la pollution de l'air, lutter contre le réchauffement climatique, c'est le verdissement des flottes d'autocars. Un verdissement qui permettra aux cars d'être mieux reconnus comme transport collectif, indispensable à la décarbonation, et du coup, d'avoir toute sa place dans nos agglomérations. On en parle tout de suite. J'invite les derniers intervenants à me rejoindre. Antoine Comte-Bello, directeur de programme au secrétariat général à la planification écologique. Claire Duhamel, directrice d'Oléosan. On va bouger, asseyez-vous là, à côté de moi. Stéphane Espinas, président d'Iveco France. Bienvenue. Emmanuel Flao, président, directeur général de Retroflit. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Édouard Reynaud, directeur général France de Transdev. Laurence Poirier-Diès, bonjour, directrice générale de GRDF. Et Jean-Pierre Cérus, vice-président en charge des transports et de la mobilité durable de la région Sud. Bonjour et bienvenue. Beaucoup de monde pour cette dernière table ronde de la journée. Donc, 72% répondent le report modal de la voiture vers le transport collectif. Eh bien, un petit tour de table rapide. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je me tourne vers vous d'abord. Allez, puisque vous êtes à côté de moi, c'est pas de chance. Hein. Alors moi j'aurais dit le verdissement des véhicules. En tout cas, c'est ce qu'on propose dans la planification écologique. On a estimé... Vous êtes un peu déçu là par le résultat du sondage ? Non, c'est un sondage qui est très optimiste parce que le report modal sera nécessaire. Néanmoins, c'est un levier qui est difficile à actionner, qui prend du temps et dont les effets prendront plusieurs années avant de se matérialiser. Donc en 2030, dans nos travaux de la planification écologique, on estime que le report modal permettra de diminuer d'environ 5 millions de tonnes les émissions, tandis que le verdissement des véhicules électriques autour de 11 millions de tonnes. Donc, alors, qui veut réagir à cette table ronde, à ce sondage ? Du coup, on va faire dans l'ordre. Allez-y, dans l'ordre. Hein. Bonjour à tous. Rapidement. En fait, moi, je pense qu'il faut un peu des deux. Je pense que, de toute façon, on ne peut pas ne pas aller vers le verdissement des flottes, que ce soit l'investissement dans de nouvelles flottes ou l'adaptation des flottes actuelles, et en plus changer nos modes de consommation de transport et d'aller plus massivement vers du transport collectif. Donc je pense qu'on n'échappera pas aux deux à la fois. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le verdissement va se passer, est en train de se passer, mais sera probablement suffisamment long et va être étalé. Donc le report modal est indispensable pour accélérer la décarbonation en général et la transition énergétique. Je ne vais pas être très original, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu un peu de nouveaux cas d'usage, de système un peu global, qui d'ailleurs nous fait quand même beaucoup changer sur nos fondamentaux aujourd'hui. Et pour être papa de grands ados ou de jeunes adultes, on voit bien aussi qu'ils n'ont pas le coup la même logique d'appropriation du transport collectif. Donc il y a quand même des nouveaux schémas qui se mettent en place. Alors moi je suis convaincu que le sondage il est juste en fait, et même dans la proportion. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le report modal devra jouer à hauteur de 70% et le verdissement, in fine, jouera à 30%. Et on aura réussi dans ce cas-là les objectifs de transition et on aura travaillé pour les générations futures. Mais ça marche que si on crée de l'offre. Donc il y a une dynamique de financement des transports et il y a une dynamique de création de l'offre. Les cars express, on en a parlé. J'en suis un des premiers défenseurs. Transdev a été un des premiers acteurs sur le sujet. On continue à le pousser avec toute la profession parce que c'est un des leviers forts qui permettra d'y arriver. Oui, moi aussi, je crois que c'est les deux parce que dans toutes les transitions, il y a des changements d'habitude. Donc, il y a un report modal et puis, bien sûr, verdir. Jean-Pierre Cérus, la proportion vous semble bonne ? J'aurais ajouté une troisième question, c'est celle de la sobriété. Je pense que si nous voulons réellement atteindre les objectifs, en tout cas ceux fixés par le Fit for 55 et la neutralité carbone à partir de 2040 ou 2050, suivant qu'on soit plus ou moins ambitieux ou raisonnable ou déraisonnable, je pense qu'il faudra aussi que
individuellement et collectivement, on pose la question de la sobriété. Donc évidemment, ça va être un travail très collaboratif des uns et des autres qui va mixer à la fois du report modal, qui va évidemment opérer de la conversion, mais il y aura du comportemental et il y aura vraisemblablement de la sobriété à opérer si on veut y arriver. Merci à tous. Antoine Comte-Belot, donc depuis la rentrée, le gouvernement dévoile ses mesures dans le cadre de la planification écologique. Qu'est-ce qui est prévu pour le transport routier de voyageurs? Et quels sont surtout les objectifs à atteindre? Écoutez, peut-être un rappel du contexte. Le secteur des transports est le seul à ne pas avoir diminué ses émissions depuis 1990. On était à l'époque autour de 120 millions de tonnes. Aujourd'hui, on est à 125 millions de tonnes. Dans tous les autres secteurs, on a réussi à faire baisser. Donc il y a un enjeu majeur d'inverser la tendance et de faire diminuer les émissions. On vise, dans les travaux de la planification, une baisse d'environ 30-35 millions de tonnes à horizon 2030, c'est-à-dire dans 6 ans. Pour cela, il y a plusieurs leviers qui ont été rappelés. Le verdissement, le report modal, la sobriété de la demande, l'efficacité énergétique des nouveaux véhicules. Donc il faudra jouer sur tous ces leviers en même temps et mettre en place des politiques publiques sur ces différents leviers. Mais justement, quelle place tient le report de la voiture vers les transports collectifs dans la stratégie de planification? Tout à fait. On vise, pour rebondir sur le sondage. Tout à fait. Donc on vise une baisse d'environ 5 millions de tonnes des émissions grâce au report modal, à la fois vers le ferroviaire, vers les transports en commun, bus et cars, et vers le vélo. Il ne faut pas oublier le vélo. Et par exemple, pour le transport en commun, ça signifie une hausse qu'on juge réaliste, mais si vous pouvez faire mieux, tant mieux, d'environ 30% du nombre de voyageurs kilomètres. Donc c'est-à-dire le nombre de personnes qui empruntent les bus et les cars d'ici 2030, c'est-à-dire dans 6 ans. Et en matière d'électrification des cars, quels sont vos objectifs? J'ai pas trouvé le chiffre. Combien de cars électriques d'ici 2030? Alors c'est une très bonne question. Parce que pour le transport voyageur, il est difficile à trouver. On l'a plus pour le transport marchandises. Oui, tout à fait. Disons que le segment spécifique des cars sera sans doute le plus difficile à électrifier, plus difficile encore que les poids lourds. Et je distingue les cars des bus. Concernant les bus urbains, l'électrification est beaucoup plus facile. Et là, on a des cibles très ambitieuses à horizon 2030, autour de 80-90% de ventes neuves électriques. Concernant les cars, on a plusieurs problèmes. D'abord, l'offre en cars électriques est très faible et elle est presque entièrement étrangère. D'autre part, il y a une diversité d'usages. Il y a un certain nombre de cars qui vont de très longues distances, notamment les cars de tourisme nationaux, pour lesquels l'électrique est peu pertinent à court terme, dans la mesure où ils ont besoin de rouler longtemps, avec des recharges très rapides pour pouvoir assurer leur service. C'est pour ça que pour les cars, on envisage à ce stade, à 2030, une part de cars électriques neufs autour de 30-35%, sachant que c'est un secteur pour lequel il y aura aussi une part, un corps résiduel de bio-GNV pour accompagner l'électrique et voir de l'hydrogène si la maturité de cette technologie est satisfaisante. Parce que le problème du car électrique, c'est son coût. Vous l'avez chiffré, justement, l'effort financier important pour passer justement au car électrique? Alors, la filière l'a chiffré dans le cadre de sa feuille de route de décarbonation, en se fondant sur des calculs à la fois de surcoût à l'achat, mais il ne faut pas oublier également les surcoûts à la possession, puisqu'un véhicule électrique, un car électrique est plus cher à l'achat, mais on réalise des économies de carburant, puisque l'électrique est moins cher que le diesel. Et donc c'est vraiment ce coût de possession qu'il faut regarder, même si les deux variables sont importantes quand on est un acteur économique. Et ça se chiffre, et je vous renvoie vers le document, mais à plusieurs centaines de millions d'euros au cours des prochaines années. Bon, rien à voir, excusez-moi, vous êtes sur les biocarburants. C'est Édouard Reynaud que je voulais interroger là-dessus de Transdev sur l'effort financier important justement à effectuer pour passer à l'électrique. L'effort financier, si on imaginait par exemple que, je vais prendre l'exemple de Transdev, si toute la flotte Transdev devait basculer d'ici à 2030 ou à 2035 en tout électrique, c'est un investissement de 300 millions d'euros. Donc c'est loin d'être neutre. Il faut que ça soit dans la commande publique nécessairement et que donc les autorités organisatrices de mobilité bougent sur ce segment-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas une solution tout électrique, il y a une solution de mix énergétique. Et je crois que ça nous permet à la fois de résister à des volatilités de niveau de prix. Donc ça nous permet aussi de résister à des crises. On l'a vu, on l'a vécu quand le gaz s'est mis à manquer, quand l'électricité a commencé à être difficile. On était
pas mécontents tous collectivement d'être encore en majorité au diesel, pour être honnête avec vous. Et je rappelle juste à tous, et j'en profite pour tous les collègues, de se dire préparons-nous, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur quelques sujets peut-être temporaires, mais sur l'alimentation en gasoil de nos véhicules dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc il faut qu'on soit prêt et qu'on anticipe comme on a pu le faire l'année dernière, mais avec peut-être encore un peu plus d'anticipation pour certains. Mais ce qui est important, c'est de travailler ce mix énergétique. Il est évidemment très lié au territoire et aux différents modes existants et aux différentes options qui ont pu être prises par le passé. Et il faut accompagner l'ensemble par du mix. Donc c'est du HVO spécifiquement ou des biocarburants, c'est du biogaz à certains endroits, c'est évidemment de l'électrique dans certaines collectivités avec des choix résolus de collectivités. Et on voit bien qu'on monte en gamme, mais sur le quart, vous l'avez dit, ils sont où les véhicules qui ne sont pas chinois et clairement, j'espère qu'on ne va pas faire la même avancée que dans la voiture automobile où on finit par avoir de la subvention pour alimenter des véhicules chinois qui ne sont pas fabriqués par les fabricants, au moins européens. Et les fabricants parleront peut-être mieux que moi, mais je dirais quand on se dit qu'on est capable aujourd'hui de sortir tout mouillé 17 000 véhicules par an en Europe électriques et que le besoin peut être de 55 000, on a un problème de filière et donc il faut réinvestir dans la filière. Et il faut des aides aussi pour accompagner l'électrification. Ces aides... Ces aides, elles existent. Elles existent, elles vont être augmentées. Dans le cadre de l'appel à projet sur l'écosystème de véhicules lourds, il y a plusieurs cars électriques qui ont été financés, avec certains via le biais du rétrofit. Et ces aides, elles vont évoluer l'année prochaine, un montant qui n'est pas encore arbitré, mais qui sera annoncé bientôt. Alors on parlait d'un mix énergétique. Je vais quand même vous donner la parole parce que sinon, pour que vous puissiez pas arriver en toute fin de table ronde, juste pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière de biocarburants, solution aujourd'hui, mais peut-être que vous avez l'impression que ce n'est pas perçu encore comme une solution d'avenir. On parle beaucoup de l'électrique et que de l'électrique presque. Oui, alors moi ce que je voudrais souligner, c'est qu'on a la chance d'être un grand pays agricole. Et de l'agriculture française, on arrive à produire aussi des biocarburants. Souvent, on a une tendance à penser que c'est en compétition avec l'alimentaire, et ce n'est pas le cas. Notre biocarburant 100% made in France à partir de colza, il est en complément avec une souveraineté protéinique. La partie solide va faire de la protéine pour la ferme France, donc on va nourrir finalement veaux, vaches, cochons, poulets. Et la partie liquide va faire un biocarburant. Aujourd'hui, c'est ça la proposition Léo 100. C'est une solution locale, donc ça permet aussi un soutien de l'agriculture, un maillage territorial local et l'investissement dans l'industrie verte française. Mais quid du potentiel ? Le potentiel, nous, on pense qu'on peut décarboner jusqu'à hauteur de 10% des flottes de poids lourds en France. Donc, on s'inscrit dans un mix énergétique. On appelle ça aussi la mobilité durable sur le champ. Il y a une urgence climatique et on est capable de le faire immédiatement sans investissement majeur. Laurence Poirier-Diès, donc sur le biogaz, où est-ce qu'on en est et, c'est une solution mature, mais encore une fois, qu'on ne pousse peut-être pas suffisamment ? Oui, c'est une solution mature qui existe depuis longtemps et aujourd'hui, on compte plus de 2000 bus cars et 6000 bus qui roulent au GNV. C'est une solution mature parce que le biométhane, il est produit en France. On a actuellement, c'est une filière française d'excellence que l'Europe nous envie parce qu'on a aujourd'hui plus de 600 méthaniseurs essentiellement agricoles qui injectent dans les réseaux et qui permettent d'avoir 12 TWh de capacité annuelle à la fin de cette année. C'est l'équivalent de ce que produisent 2 réacteurs nucléaires. Et c'est aussi une capacité d'un potentiel qui permettrait d'avoir 20% de la consommation
de gaz à horizon 2030. Donc aujourd'hui, c'est une solution qui permet de décarboner, le transport, hein, qui est effectivement un des secteurs qui a besoin d'aller plus vite. Donc vraiment une solution à date qui a besoin de rester compétitive et de rester dans le scope. On ne pourra pas avoir un mix énergétique qui se fonde sur une seule énergie, puisqu'on se mettra en risque. Stéphane Espinasse, vous qui vantez ce mix énergétique, vous avez quand même misé sur le GNV. Alors nous, on croit au mix énergétique. Et effectivement, on a travaillé sur le GNV depuis fort longtemps, depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Pourquoi ? Pour revenir à ce que disait M. Antoine Gambello tout à l'heure, c'est-à-dire, ou Édouard Hénaud, les véhicules arrivent en dernier. S'il n'y a pas l'écosystème, il ne se passe rien. En fait, l'écosystème du GNV d'abord a démarré à la fin des années 90 en urbain pour justement avoir un mix déjà énergétique. Je vous rappelle, 2001-2002, il y a eu les premiers prémices d'envolée du diesel. Et du coup, effectivement, il y a eu à ce moment-là des flottes qui ont basculé au GNV à l'époque, classique, fossile. Et puis petit à petit, la même technologie a pu s'appliquer au bio-GNV. Et donc, on a un écosystème. On a parlé des méthaniseurs, les stations de ravitaillement, aujourd'hui plus de 600 en France, de mémoire à peu près 300 ouvertes au public et 350 dans le privé. Et du coup, cet écosystème permet, avec un véhicule qui arrive de l'urbain, de l'appliquer à l'autocar. Et aujourd'hui, à peu près en Europe, vous avez 10% des autocars, principalement des interurbains évidemment, mais en Europe, c'est 10% d'autocars immatriculés en 2023 au gaz. Le plus possible au biogaz, évidemment. En tout cas, cette mise à disposition existe. Et en France, c'est un petit peu plus, c'est plutôt proche des 20%. C'est 23% voilà, pour le premier semestre de l'année 2023. Voilà, je reste mesuré parce que ça évolue rapidement, mais dans l'idée, c'est ça, les grandes tendances. Et du coup, sur l'électrique, nous, les constructeurs, on a déjà l'offre électrique qui existe sur les véhicules urbains. L'écosystème, il s'est mis en place sur les véhicules urbains. On est prêt sur les véhicules interurbains. Ça a été dit il y a quelques années à cette tribune. Le jour où l'écosystème sera prêt, c'est-à-dire les stations de recharge, etc., l'énergie verte aussi, reconnue verte. Hein. Est-ce que l'électricité nucléaire en France est considérée comme verte ? Maintenant, on a des positions très arrêtées. On sait que oui, on peut le considérer. Donc nous notre offre interurbaine arrivera le moment venu, c'est-à-dire plutôt 2025-2026, sachant qu'on a déjà des offres avec des véhicules low entry. Non mais si je vous entends bien, toute la question c'est celle des infrastructures. Il faut développer développons l'électrique, mais encore faudrait-il qu'il y ait les infrastructures à mettre en face. C'est un peu comme pour la voiture individuelle finalement. Alors, c'est pas la seule, parce qu'il y a l'infrastructure, mais c'est l'investissement pour... voilà. L'investissement, on parlait tout à l'heure du coût. Voilà. Hein, l'investissement et peut-être le savoir-faire. Là aussi, si vous me permettez, mais je pense qu'effectivement, sur la partie financement, plus précisément, il y en a qui auront plus de choses à dire. Juste de notre côté, on va peut-être essayer d'accompagner aussi la profession, comme on l'a fait sur l'urbain. Et les constructeurs, on est en train aussi d'étendre pour cette transition à aller vers aider nos clients sur l'installation de cette brique d'infrastructure. C'est-à-dire des propres stations de recharge ? Alors nos propres, mais tout le projet. Par exemple, en ce moment, un des projets les plus significatifs, c'est Iveco qui va se charger de la transition énergétique de l'opérateur GTT à Turin pour basculer 225 véhicules. Donc on peut, c'est pas partout nécessaire, hein, des grands groupes s'organisent tout seuls, on a souvent échangé sur le sujet, mais à chaque fois que ce sera nécessaire, et je pense que c'est intéressant pour les interlocuteurs de la FNTV de savoir que les constructeurs se préparent à vous aider aussi à aller vers de l'infrastructure électrique. Alors, il y a les infrastructures, il y a le coût. La question se pose pour les collectivités. Jean-Pierre Cérus, alors vous, la région est pionnière en matière de cars électriques. Donc pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Pour quels usages ? Quelles infrastructures en place ? Quels moyens de financement ? Commençons d'abord par le choix. Oui, parce que d'abord, le sujet, il est politique. Donc, c'est pas neutre si je suis là au nom de mes collègues, sûrement, de porter une voix politique. Aujourd'hui, l'écosystème se met en place, les solutions existent, on est tous assez d'accord sur un ensemble de choses, le mixte, etc. Aujourd'hui, la décision, elle est politique. Dans la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a décidé de mettre notre plan climat comme boussole essentielle de nos politiques.
Donc nos choix budgétaires, aujourd'hui, ils sont axés sur cette boussole qui est une boussole de plan climat. Le président Renaud Muselier rappelle souvent notre volonté d'avoir une COP d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans le mandat 2021-2028, ce mandat va jusqu'en 2028, nous avons pris l'engagement que sur toutes nos délégations de services publics qui arrivaient à échéance et qui étaient relancées, nous mettions la conversion au cœur de nos choix en assumant des surcoûts. Je vais zoomer sur la Côte d'Azur. Dans le département 06, nous avons installé le 1er janvier 2022 une nouvelle délégation de services publics sur 3 lots avec Transdev et avec Keolis. La totalité de notre parc de 170 véhicules est aujourd'hui soit électrique, il y en a 140, donc 17 à étage, et il y en a 25 à 30 qui sont au bio-GNV. La totalité. Là où la décision est politique, c'est que ça a un surcoût, ce sont des délégations de services publics. Donc moi, je vous donne un éclairage expérimental. Sur ce parc-là, sur la durée de 8 ans, ça sera un surcoût assumé par la région, soit sous forme de dotation aux investissements, soit sous forme de contribution, qui est de l'ordre de 10%. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, les choses ne se feront pas seules. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on va avoir besoin, par pragmatisme, d'activer tous les curseurs. Tous les curseurs, et j'ai rajouté la sobriété et l'organisation. Quand on a parlé des lycées, du scolaire tout à l'heure, il est évident qu'on n'arrivera pas à gérer l'ensemble des enjeux si on n'y est pas tous de nos efforts et de notre contribution. Alors un surcoût de 10%, c'est la région qui va prendre ce surcoût en charge. Alors comment? Sur ses propres fonds? On se rappelle des subventions? Vous savez, c'est très clair. Les régions n'ont pas de ressources propres pour la mobilité et les transports. C'est le budget général de la région. Donc, lorsque nous avons lancé l'idée d'un budget 100% vert en 2022, ce qu'on a dit que chacune de nos lignes budgétaires aujourd'hui, elle est décidée en fonction de son impact sur la transition écologique. Ce n'est pas pour rien que nous avons signé, ça fait juste un an, c'était le 16 novembre l'année dernière, avec la Première ministre, Renaud Muselier, a signé un partenariat où nous sommes un peu pionniers en matière de planification de la transition, planification régionale. Très concrètement, comme vous le dites, quand il y a des débats d'orientation budgétaire, on a voté le budget, il y a des lignes qui diminuent parce que leur impact sur la transition écologique est jugé défavorable, peu efficace. Et il y a des lignes, par exemple, la mutation, la transition de notre parc de véhicules a été jugée très favorable. Donc c'est le budget général qui finance cette politique. Alors il y a le financement, mais il y a aussi les infrastructures à mettre en place. Sur les trajets longue distance, par exemple, il faut bien des bornes de recharge pour les cars. Écoutez, là-dessus, on fait confiance. On est dans le cadre de délégations de services publics. On rédige évidemment des textes de consultation qui sont complets et on fait confiance à ceux qui y répondent. Et il y a évidemment l'organisation de ce qu'il y a lieu d'organiser. Si on prend la Côte d'Azur, pour finir de zoomer là-dessus, on a aujourd'hui des dépôts, que ce soit chez Keolis ou chez Transdev, qui sont des dépôts qui ont plus du tout le look qu'ils avaient avant. On y a des bornes, on y a des pantographes, parce qu'on fait de la charge rapide, on y a de la charge plus lente avec des bornes, on y a tout ce qu'il faut. On a même installé sur le domaine public, à Nice-Phoenix, à Cannes, des pantographes pour pouvoir relayer la charge pendant... Et on a... Au niveau de nos sites, maintenant, au niveau des sites en tout cas de nos opérateurs, on a de véritables centres de surveillance de la charge de tous les véhicules. Donc c'est une mutation profonde, elle coûte, ce sont des choix politiques. C'est un choix politique. Au niveau du problème de ces infrastructures, quels sont les objectifs gouvernementaux pour l'installation d'infrastructures? Quel accompagnement justement des régions en matière de financement pour toutes ces questions financières? Oui, alors il y a plusieurs niveaux de réponse, en distinguant sans doute les types d'infrastructures. D'une part, les infrastructures au dépôt, et d'autre part, les infrastructures en itinérance. Concernant les infrastructures au dépôt,
L'État, via notamment ses appels à projets, finance également l'installation des bornes de recharge. C'est une première forme d'accompagnement. Concernant les infrastructures en itinérance, il y a un enjeu également d'identifier les bons endroits pour ensuite accompagner leur mise en place, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue énergétique, puisqu'il y a des endroits où les bornes vont nécessiter beaucoup d'appels de puissance. Donc nous travaillons avec Enedis pour nous assurer qu'il y aura bien suffisamment d'électricité à l'endroit où va installer la borne, et si cette électricité, si le réseau n'est pas en mesure de fournir l'électricité, de mener les travaux de renforcement qui seront nécessaires pour pouvoir alimenter cette borne. Donc c'est un véritable travail de planification territoriale avec les acteurs locaux. Plusieurs freins quand même au développement du car électrique. Freins, au travail, il y a une volonté de les lever. On les a vus. L'autre frein à l'électrification, c'est qu'il y a peu de fabricants de cars électriques. Je vais encore me tourner vers... Alors, oui, de ce côté-là, effectivement, les capacités de production, comme l'a dit Édouard Reynaud tout à l'heure, ont été abaissées en Europe. Liées à la crise, il faut avoir en tête qu'il y a à peu près 20% de capacité de production de véhicules lourds, autocars, autobus en Europe cumulés, toutes marques confondues, en 2023 ont été détruites. Donc ça, c'est une réalité. Côté Iveco, je vais parler aussi un peu d'Iveco. Pour l'instant, on a fait l'inverse. On a continué à investir puisqu'on augmente notre capacité de production à Rorthais, on augmente notre capacité de production à Annonay et on augmente notre capacité de production à Visoquet. On va même en chercher d'autres capacités en Turquie. Donc de notre côté, sur la transition énergétique et justement en arrivant avec des gaz et des électriques, on a pu faire l'inverse un peu de la profession. Pour autant, effectivement, il y aura beaucoup de véhicules extra-Europe qui vont arriver du fait de cette destruction de capacité de production. Vos investissements aujourd'hui, majoritairement, ils vont vers quoi? Vers le gaz? Vers l'électrique? Ils vont vers tout ça. Ils vont vers tout ça, c'est la différence. Quelle est la proportion de vos investissements vers l'électrique? C'est très réparti. Je vous ne voulez pas me répondre? Non, je vais répondre. C'est à peu près un tiers. C'est-à-dire un tiers biogaz, un tiers électrique, un tiers hydrogène, en considérant que les carburants alternatifs type HVO ou B100, on les a déjà. Donc de notre côté, on va continuer. C'est ce qui nous différencie de nos compétiteurs et c'est pour ça qu'on a gardé nos capacités de production parce qu'on pense... Mais c'est vrai qu'on s'est senti bien seul pendant longtemps, que le mix énergétique, donc le biogaz, dont les carburants alternatifs, mais le mur d'investissement pour garder tout ça dans notre gamme était trop lourd. Nos compétiteurs ne l'ont pas suivi. Pour autant, on répondra présent lorsqu'il faudra assurer la livraison des véhicules. En tout cas, en attendant que les cars électriques arrivent, une des solutions, c'est de décarboner le parc actuel. Donc, Transdev est pionnier sur le rétrofit électrique avec Retroflit, avec vous, Emmanuel Flao. Donc, vous avez présenté à Amboise le premier autocar scolaire rétrofité, une autonomie de 150 km à peu près, c'est ça? C'était un peu précautionneux, en fait, on est plutôt sur une base 200 km RL. Ah mince alors, bon, 200 mais c'est pas grave, c'est normal, c'est ce qu'on a affiché, on fait attention de ne pas promettre la Lune et de décevoir nos clients derrière. On parle de kilomètres en réel en opération, typiquement il y a un car qui tourne chez Transdev en Touraine en ce moment et ils sont plutôt en tendance à le charger tous les 2 jours. Demain on va inaugurer chez Keolis les 3 premiers au sud de Lyon vers Bourgoin-Jallieu. Pour revenir un petit peu à ce que vous disiez, monsieur, nous, on est un acteur de la sobriété. C'est-à-dire qu'on appréhende les choses de façon un petit peu différente. On est complémentaires d'Iveco, avec qui on travaille, comme il travaille avec d'autres rétrofiteurs, pour favoriser ce mouvement. La conséquence directe, c'est que le parc de VO garde une certaine valeur, du coup, aussi. C'est pas anodin. Mais je dirais que quand on est acteur de la sobriété, on s'est posé des questions de façon un peu différente. Donc concrètement, on arrive du coup à une équation économique assez favorable. On transforme en électrique un car au prix de la version diesel neuve, à peu près 2 fois moins cher qu'une version électrique neuve. On peut le faire en 2-3 semaines. Donc il y a aussi une rapidité d'exécution très forte. Et on intègre aussi, on a une filiale énergie. Comme tout constructeur aujourd'hui, on se doit de proposer la charge. Et là, on a une approche qui va peut-être vous surprendre, mais typiquement, on recharge aujourd'hui un car en opération avec un chargeur de 22 kW. On peut faire de la charge rapide, on fait de la charge rapide, mais on a aussi cette notion de sobriété. C'est-à-dire que vous avez souvent dans vos cas d'usage le temps pour recharger. Et tous les cars qu'on a commercialisés aujourd'hui ont cette option-là. Vous avez 2-3 heures la journée, ça suffit pour reprendre la charge nécessaire le matin. L'impact que ça a, il est assez considérable. C'est qu'au lieu d'avoir une borne qui va coûter 20-30 000 euros, plus du génie civil, plus un transformateur, on voit qu'on arrive assez vite pour une dizaine de places à 1 million d'euros. En charge rapide, là, on va une prise de charge, ce n'est pas une borne, c'est le chargeur dans le véhicule. Ça coûte 2 000 euros, 10 véhicules 20 000 euros, un peu de génie civil. Vous gardez le transformateur Enedis, vous n'avez pas à investir. Donc on voit bien qu'en se posant ces questions-là, on peut avoir des coûts complets
extrêmement compétitif dans des cas d'usage précis. Mais est-ce qu'un car rétrofité, ça va peut-être vous paraître simple comme question, a les mêmes performances qu'un car électrique? Alors déjà, l'homologation d'un car, on homologue les transformations qui sont sur la base des mêmes tests que les constructeurs. Les tests batterie, les tests freinage, les tests moteur, c'est les mêmes réglementations européennes que l'on a aujourd'hui. Il faut quand même saluer le travail du gouvernement pour la réglementation rétrofit. On a les seuls pays en Europe à faire une homologation par type, c'est-à-dire que nous, on homologue un véhicule, ça nous coûte assez cher, c'est un ticket technique assez élevé. Par contre, derrière, tout ce qui sort de chez nous porte cette homologation. Donc on peut en faire des milliers, on n'a plus de travail d'homologation à faire. D'accord ? C'est un point assez essentiel de la réglementation. Mais où il en est où le développement de rétrofit en France aujourd'hui ? Alors, il a passé une certaine étape, hein, c'est aussi pour ça que je suis présent sur la scène aujourd'hui. On était dans les PowerPoint il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, on a des véhicules homologués qui partent en série. On en livre une dizaine dès cette année et on table sur une centaine dès l'année prochaine. On se rapproche un peu du métier de préparateur de commande, en fait, avec des partenaires installateurs sur des structures existantes. Donc, c'est des scalabilités qui sont relativement importantes pour peu qu'on développe, et ce qu'on est en train de faire. Il y a le groupe Bakiris qui est présent, le groupe Besset, un certain nombre d'autres acteurs qu'on va fédérer autour de nous pour avoir des structures expertes capables de déployer ces solutions. Le rétrofit aujourd'hui, il est passé l'échelle de l'homologation et du déploiement série avec des solutions pertinentes aujourd'hui. Si ce n'est que l'un des inconvénients, c'est peut-être d'installer des moteurs électriques sur un parc qui peut être en fin de vie. Est-ce que, alors, voilà, comment vous choisissez les véhicules ? Venir compléter, voilà, ouais. Comment vous choisissez les véhicules ? Je vais venir compléter l'histoire en fait qui nous a rapprochés, qui a fait que on a réussi cette certification européenne et qu'on a été embarqué par une décision politique, comme tu l'as rappelé Jean-Pierre, c'est la région Centre-Val de Loire. Je tiens à saluer ici Gilles Lefebvre, qui est un vrai pilier de la FNTV et qui a poussé toute cette dynamique pour mettre les acteurs ensemble. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec une région, la région Centre-Val de Loire, on l'a fait avec un partenaire, Retrofit, on l'a fait avec des équipes en local et on a construit une démarche avec quand même la subvention de l'ADEME. Et donc on a tous travaillé ensemble pour réussir ça. Le résultat, d'abord, il est focalisé sur du transport scolaire, donc des cars qui font peu de kilomètres quand même globalement par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître ici et tous les acteurs dans cette salle font quand même beaucoup plus de kilomètres, mais font du transport scolaire tous les jours. D'ailleurs, c'est un sujet parce que ça nous permet finalement de rétrofiter et d'allonger la durée de vie de ces véhicules de manière rationnelle pour qu'on puisse avoir une solution économique et qui soit une solution scalable, comme on dit. Donc aujourd'hui, la région Centre-Val de Loire investit 20 véhicules rétrofités supplémentaires. Et ce qu'on a fait, on l'a mis dans le domaine public, c'est-à-dire on ne l'a pas fait juste pour le compte d'un Transdev ou ce qu'a fait Keolis non plus. On le fait pour l'ensemble des opérateurs du secteur et de manière à ce que ça puisse se faire partout là où ça a du sens. Et sans rentrer dans toute la technique, mais c'est vraiment une transformation. Et n'oublions jamais que les élèves qui prennent le car, quand ils prennent un car électrique, ils ont une autre conception de ce que peut être le transport scolaire. Voilà. Et ce sont nos utilisateurs de demain. Et ce sont les gens qui utiliseront moins leur voiture demain. En tout cas, on l'espère. Tout ce qu'on fait ici a vrai sens. Et je reviens sur la notion de sens. Et je reviens sur la territorialisation de ce que vous êtes en train de faire au niveau de la stratégie de planification écologique. Je crois que c'est essentiel. Il y a des COP d'avance. Il y a Grand Est qui avait démarré déjà ces logiques de COP. Et on est là pour accompagner tout le dispositif et contribuer positivement aux écosystèmes qui sont liés aux logiques régionales et aux logiques territoriales. Le rétrofit, c'est une solution qui est poussée par le gouvernement, clairement ? Oui, bien sûr. C'est une mesure qui a des effets qui ont été démontrés sur le plan des émissions de GES. Une étude de l'ADEME montre qu'on gagne entre 60 et 80% d'émissions selon le type de véhicule. C'est une solution également qui peut être économique et plus avantageuse que l'achat d'un véhicule neuf sur le plan économique. Et c'est une solution aussi qui est adaptée à certains usages, puisque la taille de la batterie sera parfois inférieure à un véhicule neuf, donc c'est très adapté aux usages de mobilité courte à moyenne, peut-être un peu moins aux longues distances.
Donc c'est une solution qu'on souhaite encourager. Juste préciser, on a déjà des commandes qui sont en cours de livraison hein, dans des PME du secteur, hein, qui sont pour nous des pionniers. C'est les premiers clients pour nous, ils nous aident aussi à grandir. Donc je tenais à saluer le groupe Philibert, hein, dont M. Philibert est présent aujourd'hui, la société Négoti du réseau Réunir, qui ont fait ce choix assez courageux, hein, sur la base d'un véhicule pas encore homologué, de nous faire confiance. Donc c'est important. Et aujourd'hui, on voit que cette traction, elle va bénéficier à l'ensemble de la profession. Je voulais juste faire un point sur la charge. C'est-à-dire que je vous ai parlé d'une charge très lente. Oui, parce que finalement, c'est les mêmes contraintes que celles d'un véhicule c'est un véhicule électrique. Hein. Voilà, c'est un véhicule, donc ça a les mêmes contraintes. On utilise une structure existante. Donc c'est un gain carbone aussi très fort. Hein. Ça évite de fabriquer un nouveau véhicule. Sur l'âge limite, en fait, aujourd'hui, je pense que tous les gens aussi ici savent qu'on peut faire durer 20, 25, peut-être 30 ans, 28 ans un véhicule comme ça. Un avion, aujourd'hui, c'est 40 ans. Hein. Les avions dans lesquels on vole, ils ont 40 ans d'âge moyen, on les entretient bien. Un véhicule lourd, rien n'oblige de le jeter à 7-8 ans, au contraire. Et donc on peut repartir dans un cycle pour le faire durer 20-25 ans. Cet âge limite était là pour éjecter les motorisations polluantes. Donc juste pour préciser, sur la recharge, on en parle beaucoup finalement d'infrastructure. Je vous ai parlé d'une recharge très lente adaptée au cas d'usage. Si on a 2-3 heures la journée, on reprend la charge du matin. Mais vous avez à l'envers, si vous voulez faire du longue distance, nous on a 200 km d'autonomie, passez 25 minutes avec une charge à 200 kW, vous repartez. Donc on peut faire aussi du biberonnage. Vous avez un quart d'heure toutes les heures, on fait de la haute fréquence. Donc il faut se poser des questions de façon un petit peu différente pour aussi aller vers des solutions. Arrêtons d'avoir des véhicules, et c'est vrai pour la vie de tous les jours, avec énormément de batteries, parce qu'un jour on va aller à Marseille et on habite à Lille. Bah oui, ça va arriver, déjà vous allez recharger, mais ne demandez pas à ces véhicules des batteries à 1000 km d'autonomie. Ça n'a aucun sens écologique et économique. S'il y a les infrastructures pour recharger ces fameux aujourd'hui, véhicules. Très clairement, il y a les infrastructures qui arrivent. Encore une fois, c'est bien Toutes là la les aires question. d'autoroute en France ont un réseau suffisant aujourd'hui. Elles sont toujours vides. Moi, je roule qu'en électrique. Je suis un peu convaincu, je ne vous le cache pas. C'est une réalité. Regardez, toutes les aires d'autoroute ont 20, 25, 30 bornes de charge rapide qui ont été installées, qui sont fonctionnelles. Avec un temps additionnel pour faire le trajet, aussi qui est plus long que si on l'avait fait avec une motorisation dans le domaine... classique. Bon, c'est pas le sujet, mais bon. Non, si, c'est le sujet. C'est complètement le sujet, en fait, parce que ce temps additionnel, il s'intègre dans nos métiers. Et il s'intègre aussi dans la vie des gens, des usagers, quand vous mettez peut-être 1 heure en plus sur un trajet de quelques centaines de kilomètres. Mais ce que vous dites, cette réticence que je sens, mais qui est normale, qu'il y a un nouveau secteur... Je ne suis pas réticente, je suis là pour être poil à gratter. Donc... Mais moi aussi je dis juste que posons-nous les bonnes questions, c'est des gains économiques qui peuvent être extrêmement importants, et je pense que Iveco aussi a cette position. Justement, alors rapidement, comment vous accompagnez la modification des véhicules pour le rétrofit ? Alors justement, c'est le mot accompagner. Je vous ai parlé tout à l'heure du mix énergétique, et on a un mur d'investissement. Donc on ne pouvait pas se consacrer à tous les sujets. Et donc effectivement, on a choisi d'accompagner en coopérant avec certains, pas tous, parce que c'est aussi, il faut le dire, un domaine qui s'est cherché, qui est en train de se trouver, mais où il a fallu essayer de s'organiser aussi, organiser une filière. C'est ce que je dis souvent à ceux qui viennent nous rencontrer pour coopérer. Il faut s'organiser en filière, et ceux qu'on estime suffisamment sérieux, on coopère, on met à disposition, ça a été le cas avec Retrofit, pour être totalement transparent, on coopère en mettant à disposition nos plans et l'accès au multiplexage pour ceux qui sont suffisamment techniques. Et du coup, c'est notre moyen d'accompagner, puisqu'on ne peut pas se consacrer à tous les sujets qui nécessitent aussi, comme l'a dit Emmanuel, beaucoup d'investissement. Et du coup, aujourd'hui, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est accompagner ce mouvement. Enfin, si je vous entends bien, il n'y a pas une solution, mais des solutions. Et en fait, il va falloir faire des choix en fonction des usages. C'est ce que vous faites dans votre région. Quels sont les choix que vous avez faits en plus de l'électrique ? Est-ce que vous tournez aussi vers d'autres solutions On fait le mix complet. Nous avons des énergies de transition, évidemment. On a du biogaz, on a de l'électrique. J'ai donné l'exemple des Alpes-Maritimes. C'est une autre proportion sur le Vaucluse, ça sera sûrement une autre proportion dans les départements alpins. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Mais le message que j'essaye de faire passer, la voix du politique, c'est qu'on est dans un processus de transformation très puissant, avec finalement des acteurs, moi, vu de ma fenêtre, je trouve plutôt tous mobilisés, plutôt efficaces. Et maintenant, il faut qu'on emporte tout le monde avec nous. Je voudrais faire un zoom sur quelque chose qui me venait à l'esprit pendant la discussion. Vous voyez, on est en train de changer nos lignes pour qu'il n'y ait plus de 2 autocars qui vont au même endroit à peu près en même temps.
il y a un enjeu formidable. Alors, je suis moi en permanence dans les 950 communes de la région à aller expliquer que l'autocar, il s'arrête à Cannes-sur-Mer et il va plus directement à Nice parce qu'entre Cannes-sur-Mer et Nice, il y a déjà des TER, il y a déjà des autocars de la région, il y a des autocars des différentes de la métropole niçoise. C'est difficile de faire passer, mais il faut qu'on emporte avec nous l'usager, il faut qu'on emporte avec nous le citoyen. On arrivera à faire bouger tous ces curseurs qui vont vers la transition écologique si vraiment on ne laisse pas l'illusion qu'il y a une solution qui est meilleure qu'une autre, que quelqu'un a raison face aux autres. C'est vraiment un travail extrêmement collectif. Et tout le poids du politique aujourd'hui, c'est à la fois de prendre les décisions, et en particulier des décisions budgétaires très fortes, mais aussi d'essayer d'entraîner tout le monde dans ce processus de changement. Mais en ce qui concerne le mix énergétique et le déploiement des avitaillements, etc., moi je vois les choses sur les voyageurs. Je suis un peu plus modéré sur le fret, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Sur les voyageurs, je suis assez optimiste parce que vraiment en quelques années, on a vu vraiment l'ensemble des acteurs se mobiliser. Et comment est-ce que vous gérez cette transition énergétique dans votre région dans le cadre de la commande publique ? L'électricité, on en a parlé. Avec le biogaz, on est en partenariat avec les producteurs et les avitailleurs. On prépare des solutions hydrogène. On fait de la même façon avec, avec la filière de l'hydrogène. Et sur les énergies de transition, il y a aujourd'hui tout ce qu'il faut et les choses fonctionnent. Donc moi, je n'ai absolument aucun doute sur notre capacité collective. Il faut que la décision soit politique. Ça, c'est à chacun, acteur politique, de prendre ses responsabilités. On essaye de le faire. Et encore une fois, je veux associer l'ensemble des régions parce que avoir les débats qu'il y a à Région de France ou au Gard, c'est vraiment un mouvement très collectif. Et ensuite, j'insiste bien, il faut qu'on entraîne avec nous l'ensemble des citoyens. Et retenez, je me permets d'insister, l'histoire de la correspondance. Il faut qu'on ait le courage de dire, ici, il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés par ça, il y aura demain plus de correspondance qu'aujourd'hui. On n'est plus capable de faire, avec le nombre de lignes qui sont en train de se créer, avec le nombre de services, la répétition, l'amplitude, on n'est pas capable de dire toutes les destinations viennent de toutes les origines et toutes les origines vont à toutes les destinations. Il faut qu'on passe ce message. Et il y a un sujet qui est essentiel, je voulais là-dessus, un des gros facteurs de réussite, ça sera celui de la billettique, de la réservation et de l'information. Parce qu'il va falloir que tout ça soit très interactif et très interopérable. Deux réactions. En 2 minutes, il y a le tempo politique volontariste qui est évoqué, et il ne faut pas oublier que de toute manière, il y aura une réglementation. Et là, c'est le mur. Donc il y a le tempo politique qui nous permet de nous préparer, de donner la vision, de financer. Mais après, il y a la partie réglementaire, et là, c'est le mur. Donc ce mur, il est en train de se dessiner, il n'est pas figé, il a encore évolué ces derniers mois. Il y a les prochaines étapes donc, sur le règlement CO2 avec le 20 novembre, le vote au Parlement européen, c'est pas encore gagné. On a vu les discussions, c'était cité tout à l'heure, sur les véhicules urbains. On était parti plutôt sur une trajectoire pour 100% de véhicules urbains achetés à partir de 2030, 100% électriques ou assimilés, hydrogène ou autre. C'est revenu, effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt 80, 90, 85, on verra. Sur la partie interurbaine autocar, on est sur 45, 50, ça reste encore à finir de valider sur tout le reste du process européen. Donc il y a encore des enjeux devant nous qui vont positionner le mur. Mais dans tous les cas, il y aura bien encore des moteurs thermiques qui vont continuer avec des carburants alternatifs d'une manière ou d'une autre. Et dans l'interurbain et l'autocar, ça ira au-delà de 2035. C'est aussi ce qui est prévu dans la réglementation. Alors, Édouard Hainaut et ensuite oui, un Claire commentaire. Duhamel. Jean-Pierre l'exprime, en fait, la commande publique, il y a une notion d'efficacité parce qu'on est dans des périodes où tout n'est pas infini. Il y a justement, il faut savoir gérer budgétairement. Le premier bien commun, c'est l'argent public. Donc il faut y mettre des notions d'efficacité en face. Jean-Pierre le sait, on est des fervents défenseurs du ferroviaire. Marseille-Nice, et on travaille dessus pour qu'on soit au rendez-vous début juillet 2025. Mais moi, je voudrais revenir sur ce qui nous unit tous ici, c'est le car. Et finalement, on a beaucoup parlé de car express, qui est véritablement une solution. Si je prends un exemple sur, en fait, il faut essayer d'adresser par type de fréquentation. Quand on regarde, ce qu'on veut, c'est éviter que les gens utilisent leur voiture. Donc,
De plus en plus, on travaille sur des données qui sont même des données GPS, des données de téléphone, qui nous permettent de regarder où sont les flux de voitures et comment on peut les substituer. Donc ça nous permet d'imaginer, de tracer des lignes et d'essayer d'avoir des lignes pertinentes pour faire du car express. Si je prends le car express, et je vais essayer de nous mettre quelques chiffres en tête, pour finalement la moitié du budget d'un train pour moins de 4000 passagers jour, le train n'est pas compétitif. Donc il faut passer sur, Thomas l'a exprimé avec des différences entre le covoiturage, le car express et le train. Mais à moins de 4000 passagers jour, pour la moitié du budget d'un train qui ne ferait que délivrer un train par heure, on va délivrer 4 fréquences supplémentaires à l'heure. C'est-à-dire qu'on va passer tous les quarts d'heure. Et c'est ça qui fait le succès des cars express. Moitié moins de budget, 4 fois plus de fréquences. Je crois que c'est un élément essentiel. C'est ce qui permet de rendre de l'efficacité dans la commande publique. Je me rajouterai sur la commande publique qu'il nous faut des délais suffisants pour pouvoir amortir les véhicules. Il nous faut compter quand même des marchés de 8 ans, 6-8 ans pour pouvoir être au bon endroit, au rendez-vous. On se rappelle tous que les taux d'intérêt ont monté de manière ultra significative et qu'il faut être en capacité de gérer ça. Et je vais arrêter là. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé d'électrique. Et j'aimerais que... Le critère du CO2 est un bon critère aussi qu'il va falloir continuer à impulser dans la commande publique. J'aimerais que Laurence Poirier-Dietz et Claire Duhamel puissent s'exprimer un petit peu. Vous vouliez réagir à ce qui était dit, Claire Duhamel? Oui, alors du coup, je voulais réagir à ce que disait Iveco en fait, sur le mix énergétique et le moteur thermique. En fait, l'idée, c'est pas que moteur thermique ou pas moteur thermique, c'est quelles sont les énergies qu'on utilise pour les faire tourner. L'enjeu, il est bien sur la réduction de CO2 et réduire au maximum les énergies fossiles. Et le deuxième point, toujours sur le CO2, c'est le calcul de la tonne de CO2 par passager. Et moi, je vais prendre l'exemple de la ligne Flixbus qu'on avait inaugurée entre Grenoble, Brest et Grenoble, où on disait avec un Flixbus 2 étages finalement et un biocarburant, on réduisait de façon significative et c'était même compétitif par rapport à l'émission de CO2 qu'on pouvait avoir sur un trajet en train. Et donc en fait, il y a beaucoup de solutions qui existent et pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de regarder comment on réduit par passager la tonne de CO2. Et puis aussi, on peut miser sur les biocarburants, puisque une solution solution de transition seulement pour décarboner le transport. Alors, pour revenir sur le biocarburant baissant, en fait, c'est un carburant qu'on va continuer à produire puisqu'on a besoin de la protéine en France. Donc moi, quand on me dit transition, je dis oui et non. En fait, il existera toujours, donc on pourra toujours l'utiliser. Ce qui est important d'avoir, finalement, c'est une clarification réglementaire sur le plus long terme. Parce que c'est vrai que nous, sur cette infrastructure, c'est nous qui investissons sur les cuves qu'on installe chez les professionnels, etc. Et donc, on a besoin aussi de pouvoir mesurer une trajectoire dans le temps sur lequel, réglementairement parlant, on pourra l'utiliser. Nous, il n'y a pas de problème de capacité de production, puisqu'encore une fois, pour produire de la protéine en France, le coproduit qu'on a, c'est ce biocarburant. Mais pour quels usages, le biocarburant ? Alors, les biocarburants pour plusieurs usages. Alors, on entend beaucoup de... Moi, ce que je pense, c'est qu'à chaque mobilité, on va avoir sa propre utilisation. Les biocarburants, on nous les demande aussi pour, par exemple, le fret les transports de voyageurs SNCF. La SNCF a encore beaucoup de kilométrages qui ne sont pas électrifiés. L'électrification d'un kilomètre de voie ferrée, je crois que c'est 1 million, et il y a encore 16% du trafic qui est fait avec du gazole. Donc le gazole SNCF peut aussi être décarboné avec un biocarburant. On nous en demande pour des chaudières électriques, on nous en demande pour la production d'électricité. On a un gros projet en ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on nous demande beaucoup de biocarburants, on sait qu'on aura des débouchés pour les biocarburants. Maintenant, sur la mobilité lourde, je pense que c'est une solution tout à fait adaptée. Adapté. Mais quid du coût? Par exemple, quel est le surcoût de consommation par rapport au diesel? Alors, c'est relativement, en TCO, on est à peu près équivalent. Je veux dire, on n'est pas sur des surcoûts comme on peut avoir par rapport à d'autres énergies. Moi, je dis toujours, le biocarburant baissant, finalement, c'est comme en finance, on parle toujours du AAA. C'est abordable d'un point de vue financier, c'est accessible d'un point de vue de la production qu'on a localement en France. Et puis, ça présente la même autonomie que celle qu'on peut avoir avec un gazole actuel. Et donc, on ne change pas
tellement finalement les habitudes d'utilisation. Donc moi j'appelle ça mon petit triple A. Laurence Poirier-Dietz, vous êtes directrice générale de GRDF, donc le verdissement des flottes, ça passe aussi par le biogaz. Où est-ce qu'on en est concrètement dans la filière et puis en quoi ça peut être une solution intéressante et pour quels usages? Clairement, nous prenons un mix énergétique qui soit équilibré et pour la mobilité lourde. On l'a dit, le secteur du transport a besoin de se décarboner. Et je crois, mais ça a été évoqué sur cette table ronde, le pouvoir politique a le devoir d'inscrire dans la politique la manière dont, sur son territoire, il veut aller vers sa voie de décarbonation en fonction de la capacité à produire des énergies renouvelables. Et ça, ce sont quand même de l'économie circulaire et je dirais une histoire en local, à la fois pour les jeunes générations, comme c'était dit aussi à côté de moi, pour les usagers, pour les collectivités locales. Donc ça veut dire que cette filière mature qu'on a aujourd'hui de transport au GNV, bio-GNV, elle ne demande qu'à poursuivre en véhicule neuf et aussi en rétrofit, puisque c'est possible aussi en rétrofit, bien sûr. Et d'ailleurs, ce rétrofit, il faut vraiment y penser sérieusement parce que c'est, il me semble, un des moyens très clairs d'aller vers les objectifs qui sont assignés à ce secteur du transport à horizon 2030. Ils ne sont pas les plus simples à mener. Et puis, voilà, à savoir le faire travailler correctement dans les territoires. C'est moins cher que l'électrique. Alors, quels sont les freins, finalement, au développement du biogaz ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, les principaux freins, nous les connaissons tous, c'est ceux de la réglementation à venir. Finalement, aujourd'hui, on sait qu'on a une capacité de potentiel qui peut nous permettre, à horizon 2030, d'avoir 50 TWh de biogaz produit. Et voilà, 50 TWh nous permet d'envisager clairement une part de verdissement du parc. Et en tout cas, ne serait-ce que sans bio-GNV, mais au GNV, on a déjà... pour aller dans les ZFE, des solutions qui amènent de la satisfaction en termes de pollution. Alors comment se fait-il qu'il y ait des freins réglementaires au développement du biogaz ? Alors je pense qu'il faut aussi regarder l'ensemble de l'image, et c'est un peu ce que les travaux de la planification essaient de mettre en avant. On a un problème sur la production de biomasse et la consommation de biomasse, puisqu'il va falloir produire beaucoup plus de biomasse pour décarboner l'ensemble des secteurs, le transport, mais également l'industrie, la production d'électricité ou encore le bâtiment. Et en face, quand on fait la somme des besoins de ces secteurs, on dépasse largement l'offre de biomasse qui sera disponible. C'est pour ça que nous souhaitons aller vers une priorisation des usages en orientant cette matière rare vers les secteurs pour lesquels il n'y a pas d'alternative. Je prends l'exemple du bio-GNV. On espère pouvoir en 2030 produire 60 TWh environ de bio-GNV, ce qui nécessitera des changements profonds des pratiques agricoles, plus de cultures intermédiaires à vocation énergétique, plus d'utilisation des effluents d'élevage pour faire du bio-GNV. Mais en face, il y a une très forte demande dans l'industrie, dans le transport maritime, dans les bâtiments pour faire des réseaux de chaleur. Et par conséquent, on ne peut pas servir tous ces usages et il faut faire des choix. C'est pour ça qu'on considère, dans le cadre de la planification écologique, que la part de bio-GNV qui pourrait être allouée au secteur des transports ne sera pas celle aussi grande que ce que peuvent le souhaiter un certain nombre d'acteurs. Il y aura du bio-GNV pour des usages qui sont complémentaires à ceux de l'électrique, mais là où on peut faire un trajet avec un bus en électrique, il serait dommage d'utiliser un bus au bio-GNV et plutôt utiliser le bio-GNV pour les secteurs pour lesquels, les usages pour lesquels l'électrique ne sera pas sauf si le bio-GNV permet des trajets plus longs, enfin je ne sais pas. Tout à fait, c'est pour ça. Utiliser le bio-GNV de manière transitoire là où l'électrique ne pourra pas aller à court terme parce que les trajets sont très longs. Ou si l'infrastructure est déjà là. C'est-à-dire, en fait, les infrastructures de gaz ont été installées pendant 20 ans, elles vont encore être installées pendant quelques années, les méthaniseurs augmentent, donc il ne faudrait pas pénaliser ceux qui ont déjà installé l'infrastructure. Et du coup, garder ce filet, comme c'est prévu, là, c'est ce qui est en train d'être organisé, pour pouvoir garder ceux qui ont déjà investi. Tout à fait, et la réglementation ne porte que sur les ventes de véhicules neufs, pas sur le stock. Vous voulez répondre ? Oui, vous entendez ces arguments ou ce pas ? sujet du potentiel biomasse, c'est un sujet, c'est l'éléphant dans la pièce. On peut clairement se le dire, on le sait, on a beaucoup d'échanges. Aujourd'hui, la filière de biométhane française, elle est là avec essentiellement des déchets qui, avant, il y a 10 ans, parce que la première méthanisation française, elle date d'il y a 10 ans, elle injecte depuis 10 ans,
Et ces déchets, ils restaient là où ils étaient, c'est-à-dire ils étaient peu utilisés. Donc aujourd'hui, on a, c'est vrai, une transformation de l'agriculture. On a trois grands, je dirais, sources de déchets agricoles, qui sont les effluents d'élevage, mais beaucoup de déchets de l'agriculture et des cultures intermédiaires, mais aussi les boues des stations d'épuration, mais aussi dans le monde du déchet, certains nombres de stockages de déchets restent aujourd'hui, ont des productions de méthane qui ne sont pas utilisées. Donc il y a énormément de collecte qui peut se faire. Et puis cette filière que l'on a, si on ne lui donne pas le signe des consommations qu'elle peut avoir à couvrir en énergie renouvelable, elle ne peut pas correctement se développer. Donc attention tout de même aux effets de « il n'y en aura pas assez, donc on ne peut pas en donner, donc on ne laisse pas ceux qui peuvent en produire le faire », pour à la fin avoir besoin de mettre du gaz sans n'en plus finir dans la production d'électricité, ce qui évidemment est un rendement relativement modeste. Voilà, et ça serait sans doute un autre débat, et malheureusement on arrive à la fin de cette table ronde, et le mot de la fin vous revient. On est au début du verdissement du parc, si j'entends bien. Alors comment accélérer et surtout financer le verdissement des flottes dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, donc avec l'électrique qui coûte cher, de plus en plus cher. Oui, peut-être pour conclure, les cars sont vraiment face à un double défi. D'abord, celui de faire circuler plus de voyageurs pour décarboner la voiture, mais aussi celui de se verdir eux-mêmes. Et ces deux défis doivent être menés conjointement dans un délai très court sur le plan historique. Et pour cela, la solution, elle passe par la mobilisation de tous les acteurs qui sont autour de la table, les constructeurs, les énergéticiens, les collectivités locales qui donnent les impulsions politiques au niveau local, les transporteurs, bien sûr, qui sont ceux qui font les choix et qui utilisent ces véhicules. Donc il y aura besoin de la mobilisation de tous ces acteurs, des pouvoirs publics, bien sûr, avec des accompagnements qui sont déjà aujourd'hui déployés, mais également la mobilisation des acteurs privés et des collectivités. On l'a vu là, ils sont tous mobilisés. Donc c'est plutôt bon signe. Merci à tous. Merci beaucoup pour ces échanges.